Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Louis Albrand, médecin et écrivain, auteur des Vaudois, Ces Inconnus et de Destin Alpin. Bonjour Louis. Bonjour Laura, merci de nous permettre de partager un peu mes connaissances après une vie de recherche sur nos vallées. Nous allons parler, si vous voulez bien Laura, aujourd'hui d'une période très importante dans nos vallées, notamment entre Embrun, Gap, l'an 1000. Il faut savoir que l'an 1000 était attendu par les Hauts-Alpins avec terreur. Parce que, commencé au IVe siècle, la christianisation de nos villages, de nos vallées, en commençant par Embrun et Saint-Marcellin, elle se termine seulement vers l'an 1000. Il y a encore des croyances ancestrales. Il y avait une religion avant le christianisme. On trouve d'ailleurs des torques, des instruments religieux d'autres religions. J'ai connu encore, quand j'allais voir mon arrière-grand-mère dans la Val-Louise, dans la Fressinière, j'ai connu encore des traditions, mélange de traditions vaudoises et de traditions païennes, qui étaient très éloignées du christianisme. On se jetait des sorts, on se protégeait du mauvais sort, etc. Alors, comment se présente la société à l'an 1000, par exemple à Embrun ou à Chorges? Eh bien, c'est une société tripartite, c'est-à-dire qu'il y a les nobles, c'est les seigneurs. Il y avait un seigneur à Saint-Crépin, il y avait un seigneur à Ramat, il y avait un seigneur à l'Argentière. Le clergé, il y avait le prince archevêque d'Embrun, mais il y avait aussi des abbés, des abbayes, il y avait de nombreuses abbayes ici, et le peuple qui était essentiellement des cultivateurs. Et puis il y a les pèlerins, les marchands, qui rythment la vie des vallées avec les foires, etc. Le grand écrivain romain nous dit déjà que le col de Montgenèvre est la principale voie transalpine chez les Taurini. Les Taurini, c'était une tribu romaine qui vivait entre Turin et le col du Montgenèvre. Donc, on l'a dit, de nombreux châteaux forts s'érigent. On pense à la tour sarrasine de Saint-Clément qui permettait dès 1150 d'observer, voir si quelqu'un arrivait du côté de Châteauroux ou du côté des Gliers. Il y avait le château de Saint-Crépin, construit sur un verrou glaciaire dont il reste quelques pans de mur. Il y avait Rame, puis il y a Château-Queyras, il y avait la ville fortifiée d'Embrun sur son roc. L'an 1000 est donc synonyme de grande mutation dans notre société. Beaucoup pensent que la fin du monde est proche. Certains vont même jusqu'à vendre leurs maisons, leurs avoirs, font pénitence dans l'espoir que Dieu leur accordera la vie sauve et le pardon des péchés, car ils ont été élevés depuis leur plus tendre enfance dans l'idée du bien et du mal, dans l'idée du diable qui prendra les bons, qui laissera les bons et qui jettera les mauvais dans les feux de l'enfer. Le mysticisme est la règle de vie. Contrairement à l'Asie, par exemple, où l'union sexuelle, le plaisir sexuel est divinisé. On voit dans les temples en Inde des gens en train de faire l'amour, ça ne choque personne. Alors qu'ici, le corps est tout à fait dissocié de l'âme. Le péché, le sexe et le péché. Donc il faut se punir, demander pardon dans l'ascétisme, l'austérité et le renoncement. Nos Hautes-Vallées attirent un grand nombre de jeunes épris de silence, de solitude et de paix, comme aujourd'hui. Notre département attire ce qu'on appelle des jeunes en quête de retour à la terre, qui sont souvent écologistes, qui veulent protéger la nature, qui veulent vivre en paix, qui ne veulent plus le tourment, la rumeur et les dangers de la ville. Donc ces gens fuient le bouillonnement frénétique des villes, où la moindre faiblesse est sévèrement sanctionnée par le clergé et les seigneurs omnipotents. Et ça, ici, ils sont isolés, ils sont plus libres. Donc si l'ombre et la peur de l'enfer est une constante, la pureté de l'air, la simplicité de la vie font fleurir d'innombrables chapelles et monastères. Et on retrouve ainsi le monastère de Durban, de Boscodon, de Clauzonne, de Saint-Maurice, de Laverte. Vous voyez, ces noms ne vous disent rien, car ils ont été effacés par le temps. Tout un jour s'écroule dans le gouffre du temps, le temps efface tout. Au XIe et XIIe siècle,
La plupart d'entre eux aspirent donc à une vie contemplative, au sacrifice à Dieu de leur corps et de leur âme. Dès 1101, les moines de Chalais, bergers, maçons, bûcherons, fondent l'ordre des Chalésiens qui va faire près d'Embrun la belle abbaye de Boscodon qui est encore aujourd'hui bien conservée. Quelques siècles plus tard, on en a parlé dans l'émission précédente, il y a les guerres de religion avec les Vaudois, etc. Et c'est à Bousson, près de Cézanne, qu'on trouve sur un temple vaudois « Donne-moi Seigneur la grâce si rare du mépris de la vie et de l'attente de la mort ». On voit bien que donc, en l'an 1000, on ne croit plus à la vie, on pense que ça va être fini et que l'an 1000 sera le grand jugement dernier. Au VIe siècle, un roi mérovingien qui s'appelait Gondran avait profité des invasions des Lombards pour occuper près de Briançon le Val de Suse et le rattacher à la Gaule française, jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc vous voyez que notre région ici, ce qu'on appelle aujourd'hui les Hautes-Alpes, était puissante, était vaste. Il y avait des problématiques. Les Sarrasins, basés près de Saint-Tropez, venaient attaquer villes, villages, piller, violer les femmes. D'où de nombreuses références dans la toponymie de notre pays. On parle du pont Sarrazin, on retrouve souvent ce mot Sarrazin. Le fameux monastère d'Oux, par exemple, qui avait leur vigne à Saint-Grépin, les moines d'Oux venaient faire leur vin à Saint-Grépin et à Réautier. L'évêque d'Embrun, par exemple, qui avait un pouvoir énorme. Donc, à partir des années 1000, les armées chrétiennes commencent à chasser du territoire alpin ce qu'on appelle les Arabes, c'était les Sarrasins, et il y a eu une légendaire bataille au plan de Fazy. Puis on arrive au XIe siècle. Alors pour avoir une vision crédible de XIe, XIIe, XIIIe siècle, il faut voir surtout les conditions climatiques. Parce qu'on oublie aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au changement climatique. Certains n'y croient pas, sont climato-sceptiques, d'autres pensent qu'on va vers un grand péril. Mais il y avait déjà, vous voyez, par exemple, dans les années 1086, 1114, il y avait des catastrophes, des sécheresses catastrophiques. Puis après, au contraire, on appellera le siècle d'or, le XIIe siècle, où il fait un temps beaucoup plus clément. Alors tout ça déséquilibre les sources alimentaires et la grande préoccupation des gens de l'époque, c'est bien sûr de se nourrir. Puis il y a aussi de nouvelles méthodes de conservation des aliments. Donc les populations ont une mortalité infantile qui diminue un peu. Et puis il y a une partie inquiète des Alpins qui, bien que l'an 1000 soit passé, des visionnaires, des illuminés, ce qu'on appelle les gyrovagues, des moines qui dorment jamais au même endroit, se rejoignent sur les routes avec les errants de toute origine. Il y a aussi des militaires qui en sont en rupture de banc. Il y a les croisades, des enfants conduites par le tout jeune Étienne. Ce sont des enfants qui partent pour la Terre Sainte. Ils seront malheureusement exploités par des marchands malhonnêtes qui leur promettront un bateau et ne pourront jamais partir. Et certains seront vendus comme esclaves. Voilà ce qu'était le climat dans les Hautes-Alpes vers l'an 1000. Et puis vers l'an 1200, certains se rachètent, donc on l'a dit, en partant pour la croisade, d'autres se mettent au service d'un seigneur. Et on retrouve le cadre féodal qui va rester jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais la racine, le noyau de tout cela, c'est la famille paysanne qui transmet savoir, tradition et qui devient le noyau central de l'histoire. Alors le dauphin, à une certaine époque, avec le système des escartons, c'est-à-dire fait qu'il y a une répartition de l'impôt, cela accroît les libertés. Chaque vallée invente des modèles très divers de rapport avec l'autorité supérieure. C'est pour cela qu'en 1789, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles à la Révolution française, car déjà, depuis le XIVe siècle, il y avait eu des négociations avec le dauphin. Le dauphin avait dépensé tout l'argent que lui avait laissé son père, le roi, et donc il demandait aux communes de lui prêter un peu d'argent, et ensuite il leur foutait un peu la paix pour les impôts. Grosso modo, c'est cela. Et puis apparaît ensuite ce qu'on appelle le pouvoir des familles. Alors, quelques grandes familles qui arrivent à
accumuler plus de biens, achètent des terres. Alors il y en a plusieurs dans les Hautes-Alpes. Il y a les Flottes. Les Flottes, c'est une famille très puissante. C'est dans le bas du département, ils vont jusqu'à Crest, la Roche des Arnaud, vous voyez. Et pendant l'été, ils font la guerre, puis l'hiver, ils gèrent leurs biens, mais ils deviennent très très puissants. Alors il y a Rimbaud de Flotte, puis il y a Ripert de Flotte, tout ça sont des seigneurs. Arnaud VI, que l'histoire définit comme l'homme qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Il y a dans ces familles, comme toujours, des gens sublimes et des brigands. Alors le monastère de Berthaud, dans le sud du département, par exemple, sera brûlé par les Flottes, à un moment où les Flottes sont devenus des criminels. Et puis, il y a une autre famille, alors on ne s'arrêtera pas sur Balthazar de la Flotte, qui a laissé la mémoire d'un tyran. Par contre, Joseph de la Flotte a été un seigneur aimé. Mais ce sont des seigneurs qui avaient des contacts avec le roi de France. Et puis il y a un peu plus bas les Mévouillons, vers Sisteron, on peut dire vers Sisteron. Alors, pendant 4 siècles, du XIIe au XIVe siècle, il y a différents prénoms dans les Mévouillons. Il y a Raymond, qui est un prénom fréquent. Et puis, il y a des liens avec l'empereur Frédéric Barberousse, puis des évêques, l'évêque de Gap, Ripert, et de cette famille-là. Les Mévouillons seront au cours des temps alliés aux grandes familles du Midi, de la Provence. Et tous ces grands lignages, issus donc des temps pré-romans, aux innombrables alliances, ont été pour nous, ont jeté la base économique des Hautes-Alpes. Il y avait aussi les seigneurs de Manteillé. Alors dans le haut du département, beaucoup plus pauvre, on ne retrouve pas ces grandes seigneuries. Et puis par contre, on trouve plus loin, plus haut, vers Guillestre, plus précisément à côté de Risoul, il y a un hameau de Risoul, un homme étrange, un jeune chevalier. Il y avait des petites chevaleries, des petits châteaux. Il s'appelle Allard de Barbin. Alors c'est un homme étrange, à 25 ans, il a son cheval et il part seul faire la croisade. C'est un homme vaillant, imaginons-le, remonter le cours de la Durance, aller passer le col, et pour se rendre à la vallée du Pô, et puis embarquer et aller vers les croisades, c'est-à-dire vers l'Orient lointain et compliqué. Donc il quitte donc ces montagnes pour l'Orient à 25 ans. On peut se poser beaucoup de questions, mais on a peu de réponses. Je suis allé jusqu'à la bibliothèque de Venise, et puis de Malte, car je voulais vraiment m'intéresser à ce personnage qui m'a conduit jusqu'aux archives même de Rome, où j'étais bien reçu par d'ailleurs les archivistes du Vatican. Il fut nommé, en raison de son intelligence et de sa vaillance militaire, second grand maître de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui est à l'époque immense, car il avait un rôle géopolitique, il rencontre Saladin, etc. On ne va pas s'étendre sur toutes les guerres des croisades, mais il faut savoir que de ce petit hameau de Risoul, Barbin, est parti un des hommes qui a été un des hommes conséquents dans la géopolitique du XIIe siècle. Voilà, tout ça nous rappelle que les Hautes-Alpes ont toujours été une terre d'hommes exceptionnels. Et d'ailleurs, je vais prochainement sortir un livre qui s'appellera Destins alpins, où je rappellerai combien les Hautes-Alpes ont été le terreau de femmes et d'hommes exceptionnels. On parlera de Phyllis de la Charte, la Jeanne d'Arc des Hautes-Alpes, et on parlera de la Sainte du Lot. On parlera de toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait l'histoire et dont nous, aux Alpins, aujourd'hui, avons le devoir de les faire revivre et le devoir d'avoir une certaine fierté d'être issus de ce terroir. Merci beaucoup Louis, à bientôt.